Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Bon Nasser, qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Certains vous diront qu'il est mort comme un parrain. Pourquoi ça frappe les esprits? Parce que c'était le jour de l'enterrement de sa mère. Alain Orsoni, assassiné d'une balle en plein cœur. L'ancienne figure nationaliste corse descendait ses escaliers quand il a été abattu. En Corse, aller tuer quelqu'un dans son village, c'est un signal qu'on envoie. Il était président de l'AC Ajaccio, leader nationaliste. Vous ne serez jamais à l'abri nulle part. Les enquêteurs sont encore sur place, autour de cette scène de crime inhabituelle, au pied d'un cimetière. Bonjour, vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 13 janvier 2026. Je continue à m'appeler Perico Légas et Maude Koffler continue à me soutenir avec vaillance à mes côtés. L'exceptionnel Julien Delmas continuera, lui, à jouer de la console pour nous donner une émission 5 sur 5. Et l'immense Emmanuel Galasso attend vos appels au 0826 300 300 pour recueillir vos témoignages et vous écouter parce que vous aurez des choses à dire sur l'actualité d'aujourd'hui. Nous serons d'abord tout à l'heure en direct avec Christine Bouillot qui est sur le barrage de l'autoroute A64 qui vient d'être levé sur intervention des forces de l'ordre et on entendra évidemment la colère des agriculteurs qui ont décidé de ne rien lâcher et qui ont bien précisé qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. À quoi joue le président de la République en appelant à la création d'un haut commissariat à la diversité dont il propose la présidence à des gens comme Lilian Thuram, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem ou Pape Ndiaye. Nous en discuterons avec Driss Ghali qui est spécialiste des questions de diversité et auteur de certains ouvrages, notamment français. Ouvrez les yeux. Et si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle parce que le tribunal devant lequel elle comparait invalide sa candidature, que deviendra le Rassemblement national? Quels sont les scénarios possibles et variés? Nous en discuterons avec Maître Gilbert Collard, qui a fréquenté cet univers de près et qui en sait beaucoup sur la question. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Et oui, c'est la réplique de Rému dans la partie de cartes du célèbre film Marius de Marcel Pagnol. Et nous serons avec le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, et il témoignera évidemment de l'héritage de son grand-père qui est un instant d'histoire de France. Et nous verrons avec lui que reste-t-il de la France, que reste-t-il de l'époque de Marcel Pagnol qui a bercé notre enfance. La malédiction corse à la vie dure, l'assassinat d'Alain Orsoni alors qu'il enterrait sa mère, a plongé l'île dans la consternation, collusion entre dérives mafieuses et nationalisme, les dessous d'une tragédie insulaire. On essaiera de le décrypter ensemble. Le destin de Charlie Hebdo ne passe pas aux yeux de certaines familles qui ont porté plainte en Suisse. On va voir jusqu'où l'humour a le droit de rire de la tragédie humaine. Et puis Maude Koffler nous racontera les aventures d'un député RN que l'on a retrouvé errant dans la rue. Curieuse affaire. Voilà le menu de ce jour. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors le président de la République n'a pas seulement en projet la création d'un haut commissaire à la diversité, il est revenu à la charge, c'est le cas de le dire, pour le service national, son projet de service national. Alors il y avait un projet de service national universel qui n'aura pas de suite, et là il entend instaurer un service national de 800 €, de 10 mois ouvert sur le volontariat. Je veux bien, et c'est une initiative tout à fait louable, mais le but du service national, comme son nom l'indique, c'est de mobiliser la nation. Et au moment où l'on nous dit, à grand renfort de déclarations tragiques, qu'il faudra un jour envoyer nos enfants peut-être au front pour défendre la France contre l'agression de méchants envahisseurs, mais le bien c'est d'avoir une armée populaire, une armée nationale. Et l'on se doute que si on est sur le volontariat, ceux qui iront
exercer leur mission, leur service national sont ceux qui sont déjà acquis à cette idée, sont ceux qui ont déjà une certaine idée de la discipline, de certaines valeurs, certains attachements à la République. Le service national, il sert quand tout le monde y passe, et ça permet justement, et c'était une des vertus de cette fonction du service militaire, service national, c'est de voir à un moment donné, d'avoir une vision globale de la société française et de repérer ceux qui avaient besoin plus ou moins d'être accompagnés, intégrés, insérés dans la vie sociale, dans la vie républicaine. Donc là, ce sera du volontariat. Bon, c'est toujours ça de prix, on peut dire. Mais je trouve cette idée incomplète, bancale, et on sent une fois de plus que le président de la République a besoin d'exister. Alors, les prérogatives militaires sont les siennes, je conviens, mais enfin, le service national volontaire à 800 € par mois, il y a le risque que quelques-uns aillent s'y planquer en disant, il y a le couvert, le logis, c'est gratuit, en plus on a un peu d'argent à la fin du mois, c'est aux frais de la collectivité, et ben on va se la couler douce et on passera un bon moment. Si c'est ça la démarche, évidemment, ça poserait un problème, on s'en rendra compte assez vite, si tant est que le projet voit le jour, parce que pour l'instant nous sommes dans une situation où beaucoup d'idées surgissent du cerveau présidentiel et peu aboutissent, ou quand elles aboutissent mal. Restez bien avec nous. On va parler dans un instant de cette idée saugrenue de l'Élysée de créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. On en parlera avec Driss Ghali dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler en direct pour poser vos questions, pour réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud. La France ne reconnaissait officiellement jusqu'à présent aucune autre communauté que la communauté nationale. Mais ça, c'était avant la proposition de l'Élysée de créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas, composé d'un certain nombre de personnalités incarnant cette diversité: Teddy Riner, Liliane Thuram, Najat Vallaud-Belkacem, Amel Bent ou encore Christiane Taubira. Un projet qui pourrait être officiellement annoncé lors du sommet Africa Forward, où se réuniront Emmanuel Macron et des dirigeants africains. L'ambition est de fédérer toutes les diasporas de France pour contrer la vision trumpienne de l'Europe et la guerre des civilisations qui se prépare. Tout un projet, et on en parle avec un spécialiste des relations internationales, Driss Ghali. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Driss Ghali, merci d'être sur Sud Radio pour décrypter un petit peu cette étrange information. Curieuse initiative du président de la République qui remet un peu en cause le concept, comme disait Maud à l'instant, de communauté nationale. Il créerait donc une catégorie de citoyens qui serait un petit peu différent des autres et qui rentrerait dans le cadre d'une diversité, surtout du terme diaspora. Ça vous inspire quoi, cette démarche? Elle est républicaine ou elle n'est pas très républicaine, cette initiative? Bon, je vais peut-être vous étonner. Je pense que Macron a en partie raison parce qu'il a compris qu'on est passé dans une dimension qui n'est plus tout à fait républicaine, comme on l'entendait. Il y a eu tellement d'immigration, mais tellement d'immigration dans le monde, mais en particulier en France, qu'on a maintenant des peuples en formation, que nous appelons diaspora. Vous avez au moins 1 200 000 Marocains en France. Au moins 1 million de Tunisiens. C'est un petit peuple. Oui. C'est un petit Maroc et une petite Tunisie en France. Vous avez au moins 4 millions, 5, 6 millions d'Algériens. On ne sait pas vraiment. En France, c'est une annexe de l'Algérie. Donc, je veux dire qu'on est dans un contexte qui est différent d'il y a 30 ans. Ces diasporas ont une existence religieuse, traversée par un islamisme parfois beaucoup plus fort en France qu'au Maghreb, si on parle que des diasporas maghrébines. Vous avez des phénomènes mafieux, je pense notamment à la diaspora chinoise, etc., etc. Donc, il y a des enjeux de diaspora, c'est bien de s'en occuper. Malheureusement, Macron va la faire à la mode de M. Macron, c'est-à-dire, je le dis comme je pense, n'importe comment. D'abord avec cette espèce de justification par rapport à M. Trump, qui n'a rien à voir avec ce phénomène-là. Et puis, comme d'habitude, ce sera mon dernier point pour cette réponse, c'est les diasporas, ça va être contre la France. Parce que pour M. Macron, il y a une nouvelle France à exhiber, à mettre devant tous les Français pour leur dire la France d'avant, la France blanche chrétienne, c'est fini, maintenant nous sommes black, blanc, beurre. C'est surtout inefficace, parce que ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est de puissance. Face à Trump, parce que Trump, il a tous les défauts du monde, mais ses diasporas, lui, elles sont patriotes. Vous avez Marco Rubio, un Cubain, vous avez Kash Patel, patron du FBI, qui est ougandais, hindouiste, et j'en oublie d'autres. Eux, pour le coup, ils sont pour l'Empire américain. Monsieur Macron s'entoure de gens qui sont plus ou moins dans une pensée de gauche,
très frileuse par rapport à ce qu'est la France, et on est vraiment dans une espèce de syndicat de liquidation de l'image du pays. Driss Ghali, la France a toujours procédé par intégration des diasporas depuis la civilisation gallo-romaine, et c'est ce qui fait sa richesse, et la diversité est au cœur de l'esprit républicain. Pour autant, elle passe par un concept, alors pour le coup de communauté, mais nationale, hein, communauté de destin. Le citoyen français est d'abord un individu, et puis il y a le phénomène de l'intégration. Est-ce que cette vision, à travers ce Haut Commissariat à la diversité et aux diasporas, est une remise en cause de l'intégration, est une remise en cause du concept de communauté nationale, où on tolérerait des sous-communautés qui représenteraient une identité différente? Je pense que M. Macron a choisi cette vision-là. Il est dans cette vision-là de la post-France, d'une communauté nationale déjà fracturée. Je pense très sincèrement, et je suis assez gêné d'être d'accord avec Macron parce que je sais qu'il va... Ça n'empêche pas que l'idée puisse être au départ. On comprend, c'est voilà. La finalité qui est inquiétante. C'est ça, exactement. Parce que la finalité, c'est, encore une fois, c'est humilier le peuple de France pour lui dire la France d'avant c'est fini, maintenant on préfère des Français venus d'ailleurs. Si autrement dit, je vous interromps, il refait au peuple français la réponse qu'il a faite à Jean-Luc Borloo en lui disant oui, ton projet de ville, finalement c'est celui d'un mâle blanc de plus de 50 ans. Et là, il dit la même phrase à tout le pays. Exactement. Et en plus de ça, il nous dit, c'est anti-Trump, au fait, c'est ultra-américain. Cette diversité que Macron célèbre, c'est la diversité à l'américaine, c'est-à-dire une diversité racialiste. À l'anglo-saxonne, on peut même dire. À l'anglo-saxonne. Alors il le fait à un moment qui est très mal choisi, au moment où le modèle multiculturel anglo-saxon s'effondre. Mais oui. Vous voyez ce qui se passe à Londres. Mais oui. Donc nous avons des chefs qui sont tellement, mais vraiment à côté de la plaque, qu'ils n'ont même pas le sens du ridicule. Parce qu'il y a 30 ans, cet élément de langage passait. Là, vous avez Londres, l'Angleterre qui est au bord de la guerre civile, en tout cas qui est très malheureuse. À cause de son multiculturalisme. Et je ne parle même pas des gangs de viol, tout ça, de Bradford et tout ça. Monsieur Macron, en fait, est un Américain qui se refoule, et il est, comme tellement d'Américains qui se refoulent dans notre état profond, il est en rage contre Monsieur Trump qui sort un peu du narratif de l'état profond américain, d'une diversité anti-blanche. Monsieur Trump, une diversité qui est patriote, impérialiste, voire agressive. Hein, bien sûr. Parce que Marco Rubio, Kash Patel, etc. Ne sont pas des gentils. Ils défendent des intérêts américains. Driss Ghali, vous avez écrit « De la diversité au séparatisme, le choc des civilisations ici et maintenant ». Quelle est l'origine de l'échec du communautarisme qui a longtemps fonctionné en Angleterre avec le Commonwealth? Tout d'un coup, le système s'effondre. C'est quoi? C'est un effet du mauvais libéralisme, ou c'est de la globalisation qui pervertit les bonnes intentions? Je pense qu'il y a eu deux effets principaux. Il y a l'effet du choc de civilisation qui qui s'exprime partout, où il y a un contact entre deux civilisations à très forte personnalité. Donc pour vous, c'est une réalité. Donc pour vous, le choc est une réalité, d'accord. C'est une évidence. Alors, dans le choc, il y a aussi le choc électrique. Et parfois, il y a certaines étincelles qui font des belles choses. Hein. Vous avez des grands artistes, vous avez des grands hommes d'affaires. Vous savez, nous avons eu un choc de civilisation durant la colonisation française au Maghreb et en Afrique noire. Il était dur, mais il a permis de faire la guerre ensemble contre Hitler. Hein, les goumiers, les tirailleurs. Donc le choc, c'est le choc. Hein. Il peut avoir un aspect très brutal, un aspect très négatif, très positif. Là, vous avez le choc des civilisations entre une civilisation anglaise ultra enracinée, ultra, on peut dire, fossilisée, tout ce qu'on veut, mais qui est la civilisation d'origine. Et vous avez une civilisation qui vient de l'Asie, notamment Pakistan, Inde, qui est très forte personnalité. Et vous avez une concurrence, au fait, des légitimités. Chacun dit « ma loi est la meilleure ». Bien sûr. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un que sa loi n'est pas bonne alors qu'il vient d'une civilisation ultramillénaire qui a inventé le Bouddha et autre chose. Et vous avez en même temps, et c'est aussi également de la même importance, vous avez un affaiblissement de l'âme anglaise. Vous voyez les politiciens anglais. Oui. Le niveau s'effondre. Oui, on n'est plus du tout dans Nelson. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls à perdre leur spécificité. Mais bon, là, pour le coup... ce qui nous arrive. Et c'est ce qui nous arrive en France, parce que les gens déjà de base, les gens sont paresseux, les diasporas sont paresseuses. Les gens ne veulent pas s'intégrer, parce que c'est un travail mental, de s'intégrer, de se transformer. Changer ses habitudes, c'est plus dur. C'est plus facile d'acheter un McDonald's que de changer d'habitude. Et en plus, changer d'habitude, ça veut dire que mes habitudes ne sont pas bonnes et que les vôtres sont bonnes.
Pour cela, vous devez me convaincre que vous êtes meilleur que moi. Alors, quand on voit les leaders anglais, français, belges, j'en parle même pas, hollandais, tout ça, on se dit, bah écoutez, finalement... Voilà. C'est pas évident. C'est à cause de ça que nous avons un effondrement de ce modèle multiculturel qui aurait pu marcher quand on a un peuple d'accueil qui est extrêmement solide, fort, avec un socle. Solide, exactement, et puissant. Vous voyez en France aujourd'hui, juste un point, à chaque fois que des imbéciles brûlent un commissariat ou jettent un mortier sur un commissariat, ils tuent 10 000 vocations à l'intégration. Parce que pourquoi voulez-vous que je m'intègre à un pays dont la police se fait casser la gueule? C'est bon. Mode Coffler. Oui, Driss Ghali, alors là, Emmanuel Macron, effectivement, avec ce commissariat, devrait juste désunir et fracturer un peu plus la communauté nationale, et je pense qu'il n'en avait pas besoin. Est-ce qu'on va pas... Vous parliez, en fait, en quelque sorte, d'un basculement civilisationnel. Est-ce que là, on n'est pas arrivé vraiment à une espèce de point de rupture où, décidément et définitivement, Emmanuel Macron va institutionnaliser le fait que, de fait, la France blanche catholique, qu'on imagine, désormais, parce que comme le dirait certains intellectuels français, la France blanche n'existe plus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé en fait à ce stade de grand basculement civilisationnel que redoute tout le monde, mais que Emmanuel Macron finit par provoquer? Oui, dans ce sens, il est mélenchonien et il fait partie du même camp. Mélenchon parle de la nouvelle France créolisée. Oui, c'est ça. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on n'est pas dans le projet de créolisation avec d'autres mots, de façon plus institutionnelle, habillé, j'allais dire, d'un masque politique, mais politicien même d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Que le peuple français, la notion de peuple français n'existerait plus? Il y aurait les peuples de France? Nous touchons le cœur du système. Vous avez aujourd'hui un système de gouvernement qui ne peut plus fonctionner avec son peuple historique. C'est-à-dire que la République dont on nous rabat les oreilles, elle a réussi à enlever la souveraineté au peuple historique de France et elle est en train de donner à des peuples nouveaux, issus de l'immigration, qui ont été naturalisés, à juste titre ou pas, c'est pas le problème. Ils sont ici aujourd'hui. Et M. Macron tire ces conclusions-là. Il veut gouverner avec ces peuples nouveaux qu'il appelle diversité. Mais au fait, ce sont des peuples nouveaux, des peuples qui illustrent cette espèce de transfert de pouvoir du peuple de souche. C'est un acte ultra antidémocratique. C'est pas du tout démocratique. Transférer le pouvoir d'un peuple à un autre. Et ils vont vous dire que c'est la diversité. Or, en fait, c'est diviser pour mieux régner. Nous avons aujourd'hui une gouvernance. Pardon. Non, je dis ça ressemble quand même à une forme de remplacement. On remplace l'unité nationale par la diversité nationale. C'est un remplacement. Tout à fait. C'est un remplacement et on peut même aller plus loin. Nous sommes dans des logiques un peu impérialistes, un peu coloniales. C'est ce que nous faisions dans l'empire colonial. Nous avions les uns contre les autres. En Algérie, on a intégré les juifs pour les retirer des musulmans. Après le décret Crémieux, après on a commencé à diviser les uns contre les autres. Vous avez aujourd'hui tout ça derrière un masque managérial. La diversité, ça sonne très Wall Street, très CAC 40. Or, ça n'a rien de managérial. C'est une logique politique ultra cynique. Et le pire dans tout ça, moi je veux bien être très ouvert. Parce que je pense qu'il faut être les hommes de demain. Et je pense que la République, elle a besoin d'une réforme. Est-ce que cela, au moins, nous mènera vers plus de puissance? Moi, la France qui vient sortir de tout cela, elle ne sera pas plus belle. Elle ne sera pas plus forte. Est-ce que la France qui sortira de cette diversité-là imposera le non au Mercosur? Pas du tout. Ce que M. Macron nous fait, c'est une France qui est Benetton, Black blanc beurre, ok, très bien, effectivement, mais qui est une France qui sera étalée par terre devant Ursula von der Leyen. Donc, on est vraiment dans la survie d'un régime qui ne sait plus quoi faire, au fait, pour garder électoralement le pouvoir. Est-ce que vous pensez il se remet à des minorités. Est-ce que vous pensez que l'effondrement de l'école, de l'éducation nationale, est une des causes de cette, j'allais dire, dissolution de l'esprit du national? Jules Ferry, Jean Jaurès et De Gaulle doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent de tels propos. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que en fait, le problème, c'est qu'on va se prendre plusieurs crises en même temps. Et c'est difficile de les analyser. Parce que d'un côté, même De Gaulle, Jules Ferry, ce n'étaient pas des assimilationnistes. Non, c'est des intégrateurs. Ce sont des intégrateurs. C'est des intégrateurs, et puis
ils ne se sont jamais mis dans une position où ils avaient des millions d'Africains et de Maghrébins, et aujourd'hui d'Afghans et de Sri Lankais et de Pakistanais à intégrer en France. Parce que ce sont des gens qui avaient affaire à qui ? À une ultra-élite africaine arabe ou indo-chinoise qui s'était intégrée. Je pense à Léopold Sédar Senghor. Je pense à certains Marocains, à certains Algériens, à certains médecins indochinois. Donc c'était des petites masses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas assimiler tout le monde. Je pense que c'est vraiment se mentir à nous que de dire qu'on va assimiler tout le monde. Et c'est ça le grand défi. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une rénovation politique et de ne pas nous accrocher au mythe de l'assimilation, parce que malheureusement, les gens ne peuvent pas s'assimiler à 100%. On ne peut pas assimiler un peuple entier, surtout quand on va mal, comme le peuple de France ou le peuple anglais ou britannique. Sur l'école, c'est le cimetière de l'intégration. C'est au fait le cimetière de la République, parce que la République ne fait plus société. Parce que la République, parce que nous l'avons divinisée en France, évidemment, grâce à la gauche, mais c'est un instrument. Elle doit maintenir l'État-nation. Or, vous avez de l'école, vous avez des gens qui sortent, qui vous disent qu'ils n'aiment pas la France. Ils ne savent même pas ce que c'est que la France. Driss Ghali, on a entendu votre message qui ne nous rassure pas, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, parce que c'est un dossier qui va évoluer et on appellera votre témoignage. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. À très bientôt. Vous restez bien avec nous. Nous allons parler d'Alain Orsoni, abattu aux obsèques de sa mère en Corse hier. C'est un événement en Corse, mais un événement pour la France également qui vous fait sûrement réagir. 0826 300 300. La France dans tous ses états. Perico Légas, Maud Koffler. Nous sommes en direct avec Christine Bouillot qui se trouve... Alors qu'on n'a pas encore, mais qu'on va retrouver parce qu'elle est sur le terrain, oui, Christine. Mais les aléas du direct, c'est la preuve que c'est du vrai direct, c'est pas du direct sous vide. Christine Bouillot est sur le barrage de l'autoroute A64 qui a été levé suite à l'intervention massive des forces de l'ordre. On entendait la colère de Jérôme Bail, auquel le préfet avait assuré qu'il n'y aurait pas d'action policière. Malgré tout, les agriculteurs ont accepté de lever le barrage parce que, bon, effectivement, les forces de l'ordre étaient là de façon plutôt véhémente. Ils se sont donné rendez-vous puisqu'on ne baisse pas la garde. Christine Bouillot, ils sont très en colère d'avoir dû lever le barrage, ou ça s'est passé de façon consensuelle ? Alors non, ça s'est pas passé consensuel. Il y a eu plusieurs heures de discussion évidemment, et puis à un moment donné un coup de tension, comme on dit dans le jargon, on va dire du maintien de l'ordre, quand les agriculteurs qui étaient bloqués à l'extérieur sur le rond-point à 300 mètres de ce campement de l'autoroute A64 ont voulu rejoindre Jérôme Bail et tous les représentants qui avaient discuté depuis 4h30 ce matin avec le préfet, ou en tous les cas les services de la préfecture. Donc tout ça s'est fait avec une forme de tension, mais le mot d'ordre général, ça a été de dire, bon ben voilà, on a réussi à négocier quelques avancées, toutes petites avancées. En tous les cas, on a pu déposer des dossiers, faire des demandes sur des points précis pour l'agriculture d'Occitanie. Et en contrepartie, on s'engage, à dit Jérôme Bail, à faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire nettoyer notre campement et partir, et que ça ne coûte rien aux contribuables, cette opération de blocage depuis 32 jours ici sur cette autoroute A64. On a pu discuter avec le préfet qui, lui, de l'autre côté, oppose évidemment la durée qui devenait vraiment trop importante de ce blocage dans les deux sens de l'autoroute. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait une sortie. Alors, je dirais que chacun s'y retrouve un tout petit peu, mais dans les esprits des agriculteurs, je peux vous dire que l'ambiance est certes au soulagement de partir sans qu'il y ait de gaz lacrymogène et d'affrontements avec les forces de l'ordre, mais on a le cœur gros de partir et d'avoir été traité comme ceci, c'est-à-dire avec cet énorme dispositif de gendarmerie. Il y avait quoi, 400, 500 gendarmes mobiles, c'est ça à peu près? Oui. On entendait la colère de Jérôme Bail qui disait le préfet n'a pas tenu parole. Est-ce qu'il y a quand même des engagements qui n'ont pas été tenus sur ce barrage? Malheureusement, Perico, et vous le savez très bien sur ce dossier agricole, les engagements avaient été pris de voir si on pouvait changer le protocole de dermatose nodulaire. Ça n'a pas été le cas. S'il y avait eu des avancées également sur le Mercosur et d'autres problématiques spécifiques à la culture et à l'agriculture en Occitanie. Et l'allusion de Jérôme Bail, c'est que le préfet s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de violence de la part des gendarmes. Et quand effectivement les agriculteurs
agriculteurs ont voulu rejoindre le reste des troupes sous l'autoroute A64. Il y a eu effectivement un moment de tension. Là, les forces de l'ordre se sont opposées. Oui, bien sûr. Exactement. Et là, c'est là que les représentants et les responsables des Ultras de 64 ont lancé ce cri en disant la préfecture, le préfet ne tient pas ses engagements si effectivement les forces de l'ordre entrent en action. Donc, véritablement, une fin de manifestation, mais qui en donne d'autres. Je peux vous assurer qu'ils sont prêts à repartir au combat. C'est ce que j'allais vous poser. C'est ce que je vais vous poser comme question. Est-ce que vous les sentez déterminés, ils ne lâchent rien, et on les retrouvera certainement ailleurs, ils peuvent se déplacer, mais pour eux, il n'y a pas satisfaction à leurs revendications? Non, et surtout la façon dont ils sont traités, je crois que c'est ce qu'il y a de pire en fait dans les esprits des agriculteurs, c'est de voir ce dispositif impressionnant des forces de l'ordre qui vient les cueillir, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais en gros leur demander de quitter un lieu de revendication finalement. C'est ce traitement-là qu'ils ne comprennent pas. Et sachez que les Ultras de la 64 ont commencé à faire des petits en France. Il y a des collectifs qui se sont montés au Pays Basque, qui se sont montés en Isère, qui sont en train de se constituer dans la Somme, voilà, dans d'autres départements, et ça fait tache d'huile, et ça gêne effectivement. Et Paris était le terrain d'une manifestation importante ce matin. Merci Christine Bouillot pour votre témoignage, et maintenant vous restez sur place, vous nous rappelez s'il y a du nouveau sur le barrage de l'autoroute A64. Merci. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. C'est l'un des sujets du jour. Perico, l'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, a été abattu hier durant les obsèques de sa mère dans le cimetière de Véro, en Corse du Sud, du jamais vu. Oui, absolument. J'allais dire que ça a plongé l'île dans la consternation et le désarroi, surtout que les Corses sont des gens très attachés aux valeurs familiales, aux traditions, et que jusqu'à présent, c'est très rare qu'il y ait eu un crime, une action violente dans le cadre d'un enterrement ou d'une cérémonie familiale. Il y a déjà le cas de François Santoni, qui était le partenaire de Jean-Michel Rossi. Ils avaient écrit 2 livres sur les collusions entre le nationalisme et la mafia. Ils ont été abattus tous les deux. Jean-Michel Rossi à l'île Rousse en août 2000 et François Santoni à l'issue d'un mariage en août 2001. Là, c'est Alain Orsoni qui aujourd'hui tombe sous les balles d'un tueur à 200 mètres à la façon de Charlie Kirk. Il était aux obsèques de sa mère. Alain Orsoni était un des leaders du Front National de Libération de la Corse, avec les scissions et les fractions qui ont compliqué beaucoup la donne dans la lecture politique entre nationalistes et nationalistes radicaux, le canal habituel, le canal historique. Il faut comprendre qu'en Corse, le mouvement nationaliste a toujours été divisé en 2 tendances. Ceux qui faisaient de l'idéologie pure un combat de libération nationale, qui représentait la tendance de la famille Simeoni, et aujourd'hui c'est le fils d'Edmond Simeoni, le neveu de Max, qui est président de la communauté du territoire de la Corse, qui d'ailleurs est en train d'obtenir un statut territorial encore particulier, et Alain Orsoni faisait partie de cette tendance qui mélangeait le combat nationaliste, la revendication nationaliste, avec des activités illicites. Alors, est-ce un règlement de compte? Est-ce que c'est une vendetta? Il y a l'omerta, bien entendu, on ne saura rien. Ce que l'on sait, c'est ce qui s'est dit en Corse, c'est que lorsqu'on a un crime de cette nature, d'une telle violence, ce ne sont pas forcément des Corses qui commettent l'action. On va chercher la mafia de Sardes. On va en Sardaigne chercher des membres de la mafia, et c'est à eux que l'on confie cette mission de liquidation. Ça ressemble aussi à ça, avec la mort d'Alain Orsoni devant le cercueil de sa mère, devant sa famille, abattu d'une balle en plein cœur d'un tireur qui était entre 100, 150, 200 mètres. Je vous disais, ça ressemblait à Charlie Kirk. Donc, la Corse continue à vivre cette tragédie. On en conclut simplement que les règlements de compte sont là, que les nationalistes qui voulaient faire du travail propre, conformément à des idées de libération nationale, se sont toujours opposés à ceux qui ont dérivé un peu vers la mafia, et que tous ceux qui ont dénoncé le mafiosisme en Corse ont été abattus, sont morts de mort violente. Le dossier n'est pas clos, évidemment, l'enquête ne fait que commencer, mais la fracture au sein du mouvement nationaliste corse n'est que plus béante et que plus saignante. Il y a toujours des gangs, le gang de la Brise de Mer, le gang du Pibar, le gang des bergers. Voilà, une situation de plus en plus tragique, auquel on pensait avoir trouvé une solution, mais ça ne sera pas le cas. Réponse dans quelques jours, évidemment, au fur et à mesure que l'enquête évoluera.
Ma chère Maud, on a retrouvé un député. Oui, national, du Rassemblement national qui a été hospitalisé de force dimanche. Antoine Villedieu, député du Rassemblement national de la première circonscription de Haute-Saône, a été retrouvé blessé à la tête ce dimanche en début de matinée dans une rue de Vesoul près de la permanence. L'élu de 36 ans présentait une plaie saignante au niveau du crâne. Il semblait également souffrir d'hallucinations. Il a dû être ceinturé par plusieurs policiers puis sanglé pour être transporté à l'hôpital. Il a d'abord indiqué, après avoir retrouvé ses esprits, avoir été victime d'un malaise probablement dû à un surmenage. Mais d'après les premiers éléments de l'enquête, Antoine Villedieu était confronté ces derniers jours à des problèmes personnels qui pourraient expliquer une consommation importante de médicaments. C'est en tout cas ce qu'il aurait expliqué après avoir recouvré ses esprits dans le courant de la journée de dimanche. Lui-même indiqué cela avant de revenir sur ses propos et d'évoquer ce surmenage. Pour conclure, plusieurs personnes de son entourage ont évidemment été entendues, dont son épouse, qui a évoqué une altercation entre son époux et elle dans le courant de la semaine passée. Elle aurait été blessée légèrement au niveau des avant-bras, mais n'a pas souhaité porter plainte. Une enquête est en cours de toute façon pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé. Alors nous sommes dans le fait divers, ce n'est pas un événement politique, mais ça prouve que les députés, que les parlementaires pour l'instant, continuent. on n'en sait rien, Perico. Oui, mais enfin bon. Parce que pour se retrouver dans cet état, faut y aller quand même. Hein. Ce sont des êtres humains et ils sont confrontés comme tous les autres à des tensions et à des tragédies. Voilà. On va passer à la suite, Perico. On a le temps de dire un mot sur Charlie. Très rapidement. Charlie Hebdo, on a porté plainte en Suisse contre le dessin. Nous rappelons que la liberté d'expression est totale, que l'humour de Charlie Hebdo, journal bête et méchant, comme était le fondement d'Harakiri, ses fondateurs ont toujours dit qu'ils sont là pour déranger, que le dessin peut être maladroit et qu'il ait blessé des familles, bien sûr, mais c'est comme tous les autres dessins, et Charlie l'a payé très cher dans sa vie, dans son histoire, avec ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, et de là à porter plainte, peut-être que nous sortons un petit peu du cadre. Allez, c'est bientôt l'heure de vérité pour Marine Le Pen qui retourne devant les juges aujourd'hui. Sera-t-elle inéligible en 2027 ? On en parle dans un instant avec Maître Gilbert Collard. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Marine Le Pen de retour devant les juges. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. Lors du premier jugement rendu fin mars 2025, Marine Le Pen avait été condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate ainsi que 4 ans de prison, dont 2 fermes et 100 000 euros d'amende. Une sanction qui, si elle était confirmée en appel, l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle en 2027. On en parle avec Maître Gilbert Collard. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. Bonjour, Maître Collard, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Je commence par vous poser une question. Je pose une question à l'homme de loi. Est-ce qu'il est normal, de façon institutionnelle et de façon démocratique, que 3 magistrats, 3 fonctionnaires de la justice, décident de l'avenir politique du peuple français et le pouvoir de décider si le peuple français pourra ou pas s'exprimer sur le choix d'un candidat? Est-ce que là, l'autorité judiciaire ainsi que l'a définissait le général de Gaulle marche un petit peu sur les plates-bandes des 2 autres pouvoirs, du législatif, de l'exécutif, tout simplement de la République? C'est clair, à partir du moment où 3 magistrats, voire 2 peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement comment les votes se répartissent. En France, contrairement à l'Espagne, on ne sait pas dans quel sens les juges qui composent la juridiction votent, ce qui est dommage entre nous du reste. C'est absolument inimaginable que 3 juges censés juger au nom du peuple français en plus, aille contre la volonté électorale d'un peuple qui veut une candidate. Moi, je trouve ça de l'ordre de ce que Tocqueville appelait la démocratie autoritaire. Ce n'est pas concevable. Mais attention, le juge a le pouvoir sur le politique parce que le politique a bêtement et sacrificiellement donné ce pouvoir au juge. Alors ça nous renvoie aussi à l'irresponsabilité institutionnelle des politiques qui donnent des pouvoirs qui finalement sont nucléaires sur le plan démocratique à des juges qui ne devraient pas avoir ces pouvoirs parce que ça fait tomber le mur de la séparation des pouvoirs. Je crois que c'est une évidence. Ce qui est curieux, Maître Collard, et ce sont bien entendu des parlementaires, j'allais dire des responsabilités politiques qui ont décidé que les tribunaux auraient le droit désormais de valider ou pas l'éligibilité d'un représentant du peuple ou d'un candidat. Ça a été validé par un vote à l'Assemblée nationale. Comme vous le dites, nous assumons totalement. Pour autant, c'est curieux que le Conseil constitutionnel, si susceptible sur des questions de compétences et de constitutionnalité, n'ait pas trouvé à redire à cette occasion en disant attention, il y a atteinte au pouvoir, à la souveraineté du peuple. Alors on aurait pu
s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel, pour le coup, défende la Constitution en disant attention, effectivement, il y a atteinte à la séparation des pouvoirs si chère à Montesquieu et qui est quand même le fondement de la vie démocratique. Alors le Conseil constitutionnel a simplement dit que le juge doit veiller, je le cite, à la préservation de la liberté de l'électeur dans sa décision. Alors là, ça veut dire quoi au moment où le juge prononcerait une décision d'inéligibilité? Comment veillerait-il à la préservation de la liberté de l'électeur? Non, il la piétinerait. Alors il y a quand même cette mise en garde du Conseil constitutionnel qui peut, à mon avis, peser sur les juges d'appel. Parce que c'est... Oui, je vous en prie. Non, je disais, pour autant, ils vont devoir se prononcer. Alors là, on se pose la question. Marine Le Pen a été condamnée en première instance avec une exécution immédiate. Est-ce que le juge, quand il prend sa décision, la présidente a motivé en disant « Nous faisons l'exécution immédiate et l'inéligibilité parce que quelqu'un qui aurait été condamné, nous considérons qu'il ne peut pas se présenter. » C'est une valeur morale. On n'est pas dans une valeur juridique, on est dans une valeur morale. Mais là, on est dans ce qui constitue la décrépitude de la vie judiciaire française. C'est l'idéologisation de la justice et du droit. Moi, je me rappelle, nos vieux maîtres de philosophie du droit nous disaient que le juge n'a pas à faire la morale. C'est pas son rôle, il n'est pas là pour ça. Mais alors, on a maintenant une génération de magistrats, et c'est moins rare en cour d'appel quand même, où on a beaucoup plus de rigueur juridique. C'est moins rare, mais attention, ça peut arriver. On a des juges qui font la morale. Des curés de la magistrature. Ils inventent des concepts comme celui d'atteinte à l'ordre public démocratique. Ce qui n'est pas dans la loi, qui n'est pas dans les textes, mais qui est dans la tête d'un juge. Quand on lit le jugement de première instance, on a l'impression de lire un article du Monde, si vous voyez ce que je veux dire. Ah mais tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que le juge, à ce moment-là, ne considère pas qu'il y a un discrédit sur la place politique, je vais dire un désamour du peuple avec la classe politique, les politiciens ne font plus leur métier, c'est nous qui allons faire le boulot proprement. Est-ce qu'on n'a pas cette image-là ? Ah non, mais il devrait faire attention quand même, parce que l'opinion publique déteste autant les juges que les hommes politiques. Ça, c'est quand même à signaler. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'une certaine magistrature. Moi, j'aime pas généraliser, parce que comme disait mon père, évidemment. La généralisation, c'est pour le général des cons, disait-il. Bon, donc je n'aime pas généraliser. Phrase très pertinente et tout à fait d'actualité. Oui. Il y a une vraie volonté de la part d'une certaine magistrature de remplacer le député, de remplacer le ministre, de remplacer le président. C'est une espèce d'euphorie du pouvoir qui est très dangereuse. Et quand même, ne l'oublions pas, Tocqueville, tout ça, l'a décrit. Tocqueville l'a décrit, il l'a dépeint, ne l'oublions pas. C'est une perversion de la démocratie. On ne l'oublie pas et c'est bien dans la bouche de beaucoup d'observateurs. Maître Collard, si l'on va sur le fond de l'affaire, on a vu, j'allais dire, la stratégie de défense du RN et de Marine Le Pen en première instance. Vous qui êtes avocat, si vous deviez la conseiller, je sais que c'est sensible pour vous, vous l'avez connue, vous avez été membre de ce parti, donc vous avez parlé avec prudence, en même temps j'ai besoin de votre lucidité, votre franc-parler. Ouais. Est-ce qu'ils doivent se maintenir dans le déni, à savoir, nous n'y sommes pour rien, tout ça ce sont des accusations abusives, ce n'est pas vrai, ou est-ce qu'ils doivent faire des concessions à la cour d'appel en disant, oui, effectivement, on a pu à un moment manquer de rigueur ou manquer de sérieux parce que le financement des partis politiques est compliqué, en tout cas, faire des concessions au tribunal, ou est-ce qu'il faut rester droit dans ses bottes et dire ce n'est pas vrai, nous sommes totalement innocents et les victimes d'un complot? Non, moi si je devais, alors là pour le coup je vais me mettre dans le rôle d'un avocat qui conseillerait. C'est ce que je vous demande. J'irai sur le terrain de ce qu'on appelle en rhétorique les atermoiements. Je serai dans la concession. Je concéderai une évidence, c'est que tout le système fonctionnait comme ça. Pendant des années et des années. Et que d'autres partis ont été confrontés au problème en plus.
d'autres, et que Bayrou a été relaxé au motif que l'intention frauduleuse n'y était pas. Et que, attention, dans le jugement condamnant Marine Le Pen en première instance, sauf erreur de ma part, mais je crois qu'il n'y a pas d'erreur parce que Louis Alliot me l'a confirmé ce matin, la présidente a justifié l'exécution immédiate par un motif, il y en a plusieurs, hein, qui serait que Marine Le Pen n'avait pas pris conscience de la gravité de l'infraction. Mais si elle n'a pas pris conscience, c'est qu'il n'y a pas intention. C'est qu'il n'y a pas lucidité. C'est qu'il n'y a pas... on est d'accord. Si tant est que ça soit vrai. Si tant est que ça soit vrai, bien sûr, maître. Si tant est que ça soit vrai, évidemment, bien sûr, bien évidemment. Hein. Mais là, on est dans le raisonnement juridique, hein, on est dans l'exercice, en quelque sorte. Mais je veux dire que tout le Parlement européen a fonctionné comme ça pendant des années et des années. On pourrait même faire des procès post-mortem. Oui, mais c'est quand même, franchement... Vous savez bien, maître, que depuis l'affaire Fillon, on a vu qu'avec quelle promptitude et quelle, j'allais dire, véhémence, la justice se saisit quelquefois de certains dossiers politiques. Pour autant, si la condamnation est confirmée, que l'inéligibilité est confirmée, est-ce que le plan B que nous connaissons aujourd'hui avec Jordan Bardella est un plan jouable ou c'est très risqué, ou quelque part, comme le diraient certains sondages, peut-être que Jordan Bardella aurait bien plus de chances de l'emporter en 2027 que Marine Le Pen. Quelle est votre sensibilité, votre sensation? Moi, je me méfie énormément de ce que Audiard appelait le thermomètre qu'on met dans le cul du peuple, hein, à savoir le sondage. Hein. Oui. Je m'en méfie beaucoup. Mais je fais partie de ces juristes, on est quelques-uns, hein, à considérer que Marine Le Pen, si elle a ses 500 signatures, pourrait se présenter. Qui va dire, si elle a les 500 signatures, qu'elle n'a pas le droit de se présenter? Alors, une fois qu'elle sera élue, si elle est élue, qui va dire qu'elle est inéligible? Nos 9 tremblotants du Conseil constitutionnel? Je pense qu'à ce moment-là, il se souviendrait de Roland Dumas et de Jacques Chirac. La question reste posée. Mais, Maître Collard, ce que je vous propose, on va attendre l'attendu du jugement. Est-ce que vous serez disponible pour revenir nous le décrypter? Une fois qu'il sera rendu, on vous attendra sur Sud Radio. Bien évidemment, Merci, très maître. bon. À très bientôt. Merci, maître. Eh bien, je suis très heureux, moi, Perry Colégas, petit élève, lecteur de Marcel Pagnol, de recevoir Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel, fils de Frédéric, donc petit-fils de Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier. Nicolas Pagnol témoigne, j'allais dire, de l'œuvre de son grand-père. Nous allons parler avec lui de cette époque, de cette certaine idée de la France, de cette sociologie, de cette culture. Oh, la littérature de Pagnol, elle a bercé tous les élèves. Et moi, je sais que j'ai appris à lire le français. J'ai appris ce qu'était la France. J'ai appris ce qu'était l'âme française, avec, bien entendu, La gloire de mon père, Le château de ma mère. N'oublions pas Le temps des secrets. Bien entendu, au cinéma, la trilogie marseillaise, Marius, Fanny, César, et puis Topaz, les autres films, La fille du puisatier. Voilà, toute une époque, j'allais dire, une vision de la France à laquelle on s'accroche, dont on voudrait la continuité, qui est malmenée, qui se bat pour survivre, mais aujourd'hui qui est portée encore dans les livres, heureusement qu'on a là, par cette littérature de Marcel Pagnol qu'on encourage à redécouvrir, qu'on encourage à vivre. Il faut s'en imprégner pour comprendre quelle époque et en quoi la France à l'époque était un rêve, et pourquoi il y avait eu cette conscience de collectivité, de culture, de société. C'était ça la République, et Marcel Pagnol est un des descripteurs de la République que nous aimons, à laquelle nous sommes attachés. Nicolas Pagnol, merci d'être aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio. Vous nous apportez ce souffle de la mémoire de Marcel Pagnol. Aujourd'hui, vous vous battez pour préserver c'est un patrimoine. Est-ce que ce patrimoine se porte bien ou de temps en temps il a des signes de faiblesse? Tout d'abord, merci de me recevoir. Et c'est toujours pour moi un grand plaisir de parler de l'œuvre de mon grand-père, de ce qu'il peut représenter aujourd'hui. Donc oui, j'administre le patrimoine de mon grand-père, qui est encore très vivant dans la mémoire des Français, ou à l'étranger. Alors, il se passe des choses magnifiques. Là, hier soir, j'étais à la 100e de la représentation de Marius au théâtre du Ranelagh. La pièce de théâtre. N'oublions pas que c'est des pièces de théâtre d'abord, la trilogie. Oui, ensuite, Marcel Pagnol les met en cinéma. Exactement. Donc, la 100e de Marius, mis en scène par mon ami Jean-Philippe Daguerre, c'était plein. À chaque fois que nous organisons des événements, eh bien, c'est à guichet fermé. Toutefois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Ça parle à une génération plus qu'à une autre, peut-être que les toutes dernières générations. Voilà, mon grand défi est de passer cette œuvre aux nouvelles générations, aux générations futures. J'ai l'impression que nous sommes sur une rupture civilisationnelle aujourd'hui, où on fait table rase du passé, on veut un homme nouveau, on veut de nouvelles morales, une espèce de révolution culturelle qui s'opère en Occident. Et moi, mon rôle, en tout cas en passant cette œuvre, c'est aussi de nous inscrire dans une continuité, dans cette belle continuité de l'universalisme de la République française, de sa diversité, de son dynamisme. Pagnol nous parle bien souvent de petites gens, mais de petites gens libres, de petits commerçants, de paysans. Alors aujourd'hui, c'est très très important en plus. Et il nous dresse le portrait d'une France plurielle dans sa composition culturelle. Les Bretons à l'époque. On peut parler de diversité. Et bien sûr. Avec des diversités qui avaient gardé leur identité régionale et tradition. Exactement, mais Pagnol est un universaliste parce qu'il écrit en français et non pas en provençal. Est-ce qu'il le parlait? Je pense qu'il le parlait. Il parlait très bien le provençal. Oui, il parlait très bien. Malgré le fait qu'il soit fils d'un instituteur, Joseph, dont on voit bien la rigueur républicaine, mais à l'époque, la République respectait la diversité culturelle locale. Du tout. Alors pas à l'école. Pas à l'école, non, je dis c'était dans la réalité. Et l'école, au contraire, les hussards noirs étaient là pour réprimer ceux qui ne parlaient pas le français. Et exactement, mais Marcel étant un grand latiniste, c'était très facile pour lui de parler le provençal, et puis son grand-père, André Pagnol, qui était tailleur de pierre, parlait le provençal et quasiment pas le français. Donc il le parlait très bien, il le comprenait sans aucun problème. Il a décidé d'écrire en français pour justement apporter cette culture au monde. C'est l'inverse du Félibrige, c'est l'inverse de Mistral ou Daudet, qui eux écrivaient en provençal, même si Mistral ensuite a traduit ses œuvres et a eu le prix Nobel en 1904. Le Félibrige. J'ai gravé dans ma mémoire beaucoup de phrases, notamment la dernière phrase du château de ma mère, l'enterrement, qui est une phrase... mon épouse me l'a relisée ce matin de mémoire, lui disant que je vous recevais, et moi je vis tous les jours avec... je suis né à Aubagne sous le Garlaban, au temps des derniers chevriers. Et je me dis toujours, où est-ce que je suis né, où sommes-nous nés, sous quelle montagne, et au temps des derniers quoi, qu'est-ce qui reste? Et aujourd'hui, vous savez qu'on se bat pour savoir les derniers artisans. On va dans des villages qui sont totalement désertifiés dans le centre de la France. On voit des commerces d'artisans avec vendus, loués, à vendre. Cette France, bon, elle n'est certainement plus qu'est-ce qu'elle s'était. Il y a pourtant des oasis en France, peut-être en Provence, quelque part, où on préserve la culture de Giono, la culture de Pagnol, où on recherche à revivre. Et quand je vois Marseille qui est totalement métamorphosée, mais quand je traverse la ville, je suis ravagé de chagrin parce que je la connais, je l'aime. De temps en temps, vous tombez sur des endroits où il y a encore Marcel Pagnol qui est là et qui raconte une histoire. Oui, il y a encore cette identité traditionnelle qui existe dans toutes les régions de France. Je crois qu'elle est surtout mise à mal. Et Marcel, d'ailleurs, avait fait... un petit texte que j'ai retrouvé où il dit le problème, c'est que les politiques n'aiment pas les indépendants. Ils veulent des trusts, ils veulent des grands groupes parce que l'indépendant n'est pas rentable financièrement. Ils veulent des choses formatées. Des choses formatées. Et donc, une fois que les prix seront fixés par les grands groupes, eh bien les indépendants mourront parce que ce n'est plus le producteur qui fixera son prix, mais le grand groupe qui aura la main sur le prix d'achat. C'est le drame des producteurs de lait français. On les paye une fois que le prix est fixé et en fonction de ce qu'on a envie de leur payer. Partout. Et donc c'est pour ça que nous avons une disparition, d'après Marcel en tout cas, des petits paysans qui sont remplacés, leurs petites exploitations sont remplacées par de grandes exploitations financières en définitive. Et c'est de ça dont nous souffrons, je crois. C'est tout à fait. Sauf que Marcel Pagnol nous donne les clés, j'allais dire, d'une pérennité de la mémoire de cette transmission. On voit bien qu'il est lui-même le fils d'un instituteur extraordinaire. Il apprend à lire, son père se rencontre, il le raconte dans la gare de mon père. Comme il l'attend son père, il est au fond de la classe et il a appris à lire tout seul à une époque où on n'avait pas la méthode globale. C'était encore la méthode syllabique et c'est pour ça qu'il apprend à lire tout seul. L'école est malade aujourd'hui par rapport à celle de Marcel Pagnol. Bien sûr que l'école est malade par rapport à celle de Marcel Pagnol parce que
Marcel, c'est vraiment l'élève type de l'école de la Troisième République avec le roman national. Est-il vrai, est-il faux? C'est pas tant le problème. Le roman national permet d'avoir une communion autour d'un récit, une identité, voilà, une cohésion qui permet d'avancer. Et Marcel, c'est ça, et c'est la grande culture, c'est la culture des classiques. On n'essaie pas de réinventer quoi que ce soit. On se base sur le savoir des anciens. On respecte le professeur et on étudie ce qui a déjà marché. L'aventurisme dans l'éducation, c'est toujours très dangereux parce que c'est très difficile de construire une société intelligente et cultivée. C'est très facile de descendre, mais pour la remonter, c'est bien plus compliqué. Et Marcel est issu vraiment de cette école de la Troisième République qui mise sur l'éducation des classiques, qui est peut-être aussi très très sévère quant à leur... Il y avait le certificat d'études. Bah oui, bien sûr, il y avait le certificat d'études qui valait réellement quelque chose. Avoir son certificat d'études, c'était pas rien. Un certificat d'études d'il y a 30 ans vaut peut-être un peu plus que le bac d'aujourd'hui. En fait, je fais cette caricature, mais c'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Et Marcel aussi, je pense, est un enfant de l'ascenseur social. C'est-à-dire que c'est une époque où le travail paye. Il avait une très belle phrase qu'il a écrite dans un livre qui s'appelle Cinématurgie de Paris, où il dit « J'ai eu la chance de faire du cinéma à une époque où la nation n'appartenait pas encore à l'État et où le citoyen, seule source de richesse et de création, était libre tant que sa liberté n'empiétait pas sur celle de son voisin. » Donc les choses étaient très claires. Autrement dit, un vrai libéralisme. Ah mais c'était un vrai libéral. Oui, c'était un vrai libéral. Il défend dans son œuvre les petits commerçants, les petits artisans, mais il n'est pas dupe non plus. Il y a aussi des confrontations sociales, notamment, vous avez parlé de la fille du puisatier dans votre introduction. Bien sûr. Quand Amoretti, Rému, le puisatier, va voir Charpin, le riche quincaillier de la ville, et qu'ils ont un différend sur la paternité de la fille du puisatier, et Rému va dire à Charpin, maintenant je sais qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est libéral qu'on est antisocial chez Pagnol. La communauté, c'est une communauté de valeurs, et les valeurs, c'est l'honnêteté, la fidélité, le travail. Cette scène bouleversante témoigne de la fracture sociale de l'époque, avec en plus un mépris de classe évidemment, avec la fille qui a été engrossée par le fils et la famille qui refuse de reconnaître cette réalité. Marcel Pagnol n'a pas d'idéologie particulière, c'est un démocrate, c'est un républicain, c'est un démocrate, c'est un humaniste surtout. C'est un humaniste, démocrate, républicain qui croit en l'individu, qui croit en la liberté de l'individu, en la création. Dans le travail, mais j'ai envie de dire, il est à l'image de son époque. Bosseur en plus, hein. Bosseur, bosseur, énormément bosseur. Il a tout créé lui-même. Oui, ses laboratoires, ses studios, il était auteur, réalisateur, producteur, patron de studio, il avait un magazine de cinéma qui s'appelait les Cahiers du film. Que vous avez repris, je crois, Non, j'ai pas repris le magazine, non. Mais j'ai repris la société de production familiale. Oui, c'était un bosseur, un novateur, féru de nouvelles technologies. C'est lui qui va défendre le cinéma parlant dès 1930 avec l'arrivée du cinéma parlant. Il faut bien vous rendre compte que le succès de Marius au cinéma, alors que tous les producteurs du muet ne croient pas dans le cinéma parlant, le succès de Marius au cinéma, produit par Paramount, va sauver Paramount Monde de la faillite après la crise de 29. Bien sûr. C'est pour vous dire le rayonnement de son œuvre, mais qui s'appuie sur le développement d'une nouvelle technologie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il serait passionné d'IA. La nouvelle technologie fait toujours peur. Et lui n'aurait pas peur. Nous sommes avec Nicolas Pagnol. Si vous avez lu Marcel Pagnol, alors je parle à nos auditeurs du Midi de la France qui sont très nombreux. Si vous avez des souvenirs, s'il y a des Marseillais, la trilogie marseillaise, appelez-nous. Dites-nous vos souvenirs, ce qui vous a marqué. Dites-nous ce que représente pour vous Marcel Pagnol et son œuvre. Et si vous êtes encore attaché à cette vision de notre société, on se retrouve. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos appels et transmettra votre question. À tout de suite. Disponible. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit avec beaucoup d'émotion Nicolas
Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, parce que j'ai été bercé par cette littérature et que ces textes, ces images qui sont en moi servent et continuent à servir de repère et d'objectif, parce qu'on aimerait bien retrouver ce monde. Alors il n'est pas totalement disparu, mais pourtant on sait qu'il y a des aspects de la société française qui nous inquiètent, et je dis souvent que pour me rassurer, je relis de Marcel Pagnol. Vous-même Nicolas, vous vous êtes imprégné de cette littérature, vous avez lu et relu, vous avez réfléchi, même on était en train d'évoquer à l'instant, il y a peut-être des dimensions philosophiques quelquefois dans la littérature de Pagnol. Oui, il y a des dimensions philosophiques sur la paternité, sur la maternité, sur l'amitié, la réussite, le pouvoir de l'argent, par exemple, dans Topaz. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le reniement de nos valeurs pour l'enrichissement, le rapport à Dieu aussi. Nous venons de publier aux éditions Fayard les sermons de Marcel Pagnol. Alors c'est tout de même assez... Il était croyant ou non? Non, pas du tout. Mais votre arrière-grand-père est anticlérical, Joseph instituteur. Votre arrière-grand-mère est plutôt chrétienne, elle. Tout à fait. Bon, alors non, Pagnol pas croyant, mais avec une connexion évidente. Un être peut-être supérieur. Il perd sa mère très jeune, Marcel, il a 15 ans, et ça m'est arrivé aussi. Il a dû forcer, peut-être, comme moi, se réfugier à un moment donné pour trouver une justification à peut-être se réfugier vers Dieu ou le rencontrer, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir écrit ces sermons n'est pas une preuve qu'il était croyant. Il écrit ses sermons parce que, à l'époque, quand on exposait le problème, tout le monde venait à l'église du village pour en discuter, puis les deux grands de figure du village, c'est l'instituteur et le curé. Mais à la lecture de ces sermons, on sent que quand même il y a quelque chose. Et puis à la fin de sa vie, il se fera confesser par son ami, le père Norbert Calmels. Oui. Et il dira à ma grand-mère, je me sens meilleur, je me sens plus propre. Voilà, c'est pas une psychanalyse, c'est une confession, mais on se purifie un petit peu l'âme. La France de Marcel Pagnol, elle est quoi? Elle est la France du mérite républicain, elle est la France du sens du travail, du sens du devoir. Une famille, pourtant une famille rationaliste. Alors, il y a peut-être effectivement une condition féminine qui est encore un petit peu en recul. Pour autant, il y a beaucoup de tolérance, beaucoup de respect les uns vers les autres. La condition féminine dans l'œuvre de Marcel Pagnol est très présente. C'est la femme qui fait avancer la société. Ça plairait énormément aux féministes d'aujourd'hui qui parlent beaucoup de patriarcat. Bien sûr. Effectivement, c'est une société très patriarcale, et dans l'œuvre de Marcel, c'est la femme ostracisée parce qu'elle a fauté qui, en fin de compte, fait évoluer la société et les mentalités. Marcel, oui, c'est... Comment dire, cette société respectait les différences des autres, mais dans le respect d'eux-mêmes. C'est celle qui permettait l'intégration, nous sommes bien d'accord. Tout à fait, l'intégration, vous n'avez aucune différence d'un homme ou d'une femme à l'autre. Seul le mérite vous permettait d'avancer. C'est l'universalisme français du 20e, quoi. Et il le relate de façon très simple et très accessible, parce que pour lui c'est son quotidien. C'est la réalité de la sociologie française qu'il décrit là, dans ce sens. Oui, une société qui semble plus simple. Je ne sais pas si elle était vraiment beaucoup plus simple, mais il y avait des tensions, il y a encore un petit peu de lutte des classes. Bien sûr, il y a le Front populaire en 37, il y a la cagoule, tout ça. Bon, ça se tape dessus quand même assez régulièrement en France, mais en campagne, c'est beaucoup plus simple. Il faut bien dire qu'à l'époque, il y avait je ne sais combien de millions de paysans en France, donc une société agraire avec des hommes vraisemblablement plus humains, parce que le rapport à la terre, je crois, nous rapproche de notre humanité bien plus que le rapport à la terrasse des cafés ou le rapport urbain, quoi. On sent bien d'ailleurs dans le château de ma mère que la famille Pagnol, ce sont des citadins de Marseille. Ils prennent le tramway et ils découvrent un univers qui est carrément, j'allais dire, exotique presque, avec ce paysage de cette montagne autour d'Aubagne à Allo, avec la ferme des Bastilles Neuves. Et on sent bien qu'il y a une découverte du petit garçon de la ville qui découvre la campagne. Nous avons Olivier qui nous appelle, figurez-vous, de Cavaillon. Alors je ne sais pas si on a goûté des melons, mais enfin on a une connotation pagnolienne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier, bonjour à vous deux. Est-ce que vous êtes lecteur vous avez été lecteur de Marcel Pagnol?
Oui, j'ai été lecteur de Marcel Pagnol, j'avais 10-11 ans, j'ai lu les trois premiers, Le Temps des Secrets, parce que j'avais le même âge à peu près que lui quand il écrit, La gloire de mon père et La chute de ma mère, et plus tard après Jean de Florette, et j'étais passionné de lecture déjà et de Marcel Pagnol, et Jules Verne, j'étais les deux. Et en fait j'étais un Vauclusien, donc j'étais à 100 km de Marseille, le hasard a fait que j'ai fait la fac des sports à Marseille, donc j'habitais pas très loin, à Aubagne. Et puis après, j'ai été prof d'éducation physique à Aubagne, en habitant Lascours, Roquevert, donc tous les. Vous êtes en plein territoire pagnolien, voilà. Ouais, je suis dedans, ouais. Qu'est-ce que vous inspire cette littérature? C'est une époque révolue, ou vous continuez encore à la vivre quelquefois? Ouais, c'est un peu révolu, mais après, quand on habite dans le coin, dans les collines, etc., il y a encore tous les gens qui sont passionnés par les balades dans les collines. Moi, je suis pas chasseur, mais il y a toujours les chasseurs, la chasse à la grive, etc. Et puis l'instit, et puis la figure du village qui était l'instit à l'époque avec le curé. C'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un truc qui est un peu passé, mais voilà, qui nous rappelle nos valeurs et notre culture de base, nos racines. Et moi, ce qui m'avait marqué, je disais à votre standardiste, c'est la lecture de cette phrase qui est attribuée à Pagnol, mais qui n'est pas de Pagnol. C'est ils ne pensaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Qui était, je crois, que de Mark Twain ou de Mark Twain. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré après, pendant mes études et tout le temps, par rapport à l'imaginaire, à la passion, à la famille, à la culture. Aux valeurs de base, quoi. Vous êtes enraciné dans votre territoire, vous êtes peut-être pas d'origine provençale, mais vous vous sentez aussi provençal en plus de citoyen français. Moi, je suis provençal d'abord, français après et français s'il en reste, comme disent les Malouins. Donc, je suis Vauclusien au départ et provençal après et français s'il en reste. Mais ça vous empêche pas d'être un excellent français, même en considérant qu'on peut être breton. Moi, je suis basque, voilà, les Alsaciens sont basques, sont alsaciens d'abord, les basques, mais on fait des bons citoyens français parce qu'on aime vivre ensemble. On est en plein dans l'esprit Pagnol, là, Nicolas. Oui. Mais on est à 100% dans l'esprit Pagnol. Parce que monsieur nous parle Olivier de Cavaillon. Olivier de Cavaillon. On dirait un personnage de Pagnol, Olivier de Cavaillon. En plus, il y avait Lily Desbelons et là on a Olivier de Cavaillon. Il nous parle de choses simples, il nous parle de la chasse à la grive, les balades dans les collines, et puis je ressens aussi un amour de l'enfance perdue, l'enfance idéalisée. Qui nous manque terriblement aujourd'hui et qu'on a envie de transmettre aux nôtres, à nos enfants. Oui, une enfance qui, moi, me semble beaucoup plus simple que celle que vivent nos enfants aujourd'hui, beaucoup plus innocente. D'ailleurs, quand on fait relire, quand on fait lire pour la première fois à des adolescents, ils vous disent, mais c'est un monde, on dirait que c'était hier. Que c'est pas si loin que ça, parce qu'ils sentent bien qu'il reste des humeurs, j'allais dire des propensions à vouloir partager cette lecture de la nature, à partager ces émotions de la scène de vacances en famille, et il y a une nostalgie permanente qui est dans la lecture de Marcel Pagnol. Ah oui, il y a une nostalgie, mais au-delà de la nature... Les souvenirs d'enfance, par exemple, la gloire, le château, le temps des secrets, le temps des amours, ce sont des livres initiatiques. La gloire de mon père, c'est le livre initiatique du passage à l'adolescence où on s'aperçoit que son père n'est pas Dieu. Mais c'est aussi le livre initiatique de la paternité, comment devient ton père. Et puis le château de ma mère, c'est le livre initiatique de l'amitié. Et tous les enfants du monde entier se posent les mêmes questions sur leurs parents, sur leurs amis, sur l'amour. Et c'est de ça dont nous parle Marcel. Et la Provence n'est que le théâtre de cette enfance qui est totalement universel. Mais quel théâtre, parce que la Provence est pour moi, je pense, l'un des plus beaux endroits du monde. Olivier, il vous arrive de partager justement ces émotions pagnoliennes avec des amis, avec votre famille, avec des enfants? Oui, on est tous bercés dedans. De toute façon, mon père était, on l'appelait Jean de Florette, il ressemblait beaucoup à Yves Montand, donc il avait l'accent, il avait la posture, etc. Donc on était bercés là-dedans, même en étant dans une région juste limitrophe, parlant provençal aussi, notamment, etc. Et quand on vous écoutait en parler, en fait, je me disais que c'est vrai que moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que la liberté totale quand tu es enfant et que tu passes des journées dehors dans la colline et qu'en fait il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas le numérique, il n'y a pas le téléphone, etc. Et vraiment tu te confrontes à la vraie vie. À la vraie vie, à la liberté surtout. On peut même se faire peur quelquefois de se perdre et de plus avoir de repères. On n'a plus de... Ouais, mais c'est bon, voilà, c'est le village gaulois, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, et au contraire, le risque, c'est d'apprendre de la vie, de la nature, des animaux, et
voilà, c'est ça qui est un petit peu beau et qui est un peu dommage de l'avoir perdu un peu. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Merci pour ce témoignage, Olivier. Vous aussi, auditeur de Sud Radio, si vous avez lu Marcel Pagnol, si vous connaissez cette histoire, ce territoire, ou même si vous avez envie de parler de la trilogie marseillaise et que toutes les valeurs que ça suppose, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre question et votre appel. À tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Et oui, vous êtes bien sur Sud Radio et on est encore mieux aujourd'hui parce que je reçois Nicolas Pagnol. Surtout, appelez-nous, lecteur de Pagnol, amis provençaux, marseillais du sud de la France, mais même du nord, parce que Marcel Pagnol se lie à Strasbourg, à Lille et à Brest sans aucun problème. Je reçois, vous l'avez compris, Nicolas Pagnol, et nous essayons de retracer une certaine époque, une certaine idée de la France quelque part, en parlant de ce formidable artiste, écrivain. Non seulement Marcel Pagnol a écrit des romans et des textes prodigieux. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de cinéma, c'est un homme à tout faire. Comment se fait-il qu'il y ait cette pluridisciplinarité chez Marcel Pagnol et qu'à chaque fois ça donne quelque chose qui tient la route? Il sait écrire, il sait jouer, il sait filmer. À mon avis, c'est quelqu'un qui devait s'ennuyer assez rapidement. Comme tous les gens excessivement intelligents, je considère mon grand-père comme un des plus grands génies du XXe siècle. C'est assez prétentieux. On disait au niveau de l'industrie cinématographique, il est le Charlie Chaplin français, au niveau des concepts, au niveau des technologies, de l'indépendance. Le nom de sa société, les artistes associés, voilà. Oui, voilà, comme United Artists de Chaplin. Et puis Chaplin, il y a une collusion entre les deux personnages de ce Gédi qui passe en permanence. C'est la fusion permanente dans leur cerveau. Il y a une volonté de liberté. Il y a une volonté de liberté, de ne dépendre de personne. Voilà, de ne pas dépendre d'un producteur, d'un distributeur ou de quoi que ce soit, de tout faire soi-même pour pouvoir faire une œuvre et non pas des produits, des films. Pagnol a fait une œuvre au cinéma. On voit deux images, on sait que c'est du Pagnol. Il n'y a pas à discuter, on le voit tout de suite. Et puis un talent d'écriture, surtout, je pense que c'était un fin connaisseur de l'âme humaine, des relations humaines. Et l'art dramatique, c'est ça. C'est créer des personnages crédibles qui existent tout de suite aux yeux des spectateurs. L'art du quotidien mis en littérature avec des sentiments simples, directs, et on se dit mais nous avons tous vécu ce genre de situation, ce genre d'émotions ou de sensations. On a l'impression de les avoir vécues. Il les raconte comme si c'était là. C'est ça. Il vous prend par la main, il vous raconte une histoire, Marcel. Il n'essaye pas de réinventer l'art. Il s'inscrit vraiment dans cette grande tradition orale provençale que lui va mettre par écrit. Mais c'est Fernandel qui disait à Marseille, tu n'es pas un écrivain, tu es un parleur qui écrit. Et il le colorie, évidemment, il donne une couleur, il donne un son, il donne une couleur, j'allais dire même un parfum. C'est ça, oui, ce parfum provençal. Parce qu'il est profondément provençal, Marcel. C'est l'amour de sa vie. D'ailleurs, quand il arrive devant le Garlaban, il dit, je sentis naître un amour en moi qui durait toute ma vie. Enfin, sur les collines, quoi, à la Bastide Neuve. C'est son univers. C'est sa muse. C'est sa muse. Et un paradis quelque part. Bien sûr. Donc un talent, un amour, une proximité avec son public, et surtout, je pense que c'était quelqu'un de très humble. Il ne se considérait pas comme un grand artiste. Il écrira d'ailleurs « L'auteur fait des œuvres sans rien y comprendre, comme le figuier fait des figues ». Voilà. Donc il n'essaye pas de révolutionner quoi que ce soit pour se mettre en avant et prouver qu'il est plus intelligent que les autres. Il nous prend par la main, il nous accompagne dans ses histoires avec le cœur. Nous avons Marie-Christine qui nous appelle... il faut que je mette mes lunettes. Marie-Christine qui nous appelle d'Evry. Vous voyez, on n'est pas en Provence, on est dans l'Essonne, et pourtant, ça n'empêche pas de dire de Marcel Pagnol. Marie-Christine, vous êtes une lectrice de Marcel Pagnol, ou dans votre jeunesse, est-ce que vous avez lu Le Château de ma mère ou La gloire de mon père? Oui, mais c'est fait mieux que ça. C'est un témoignage d'admiration envers ce grand homme, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer c'est lui. Grâce à mon professeur d'art dramatique de l'époque, René Simon. Professeur d'informatique, oui. Non, d'art dramatique. D'art dramatique, oui, pardon. Les cours Simon. Les cours Simon, les fameux cours Simon. À l'époque, c'était le summum. Qui ont formé beaucoup de grands acteurs, qui ont formé le cours Simon. Tout à fait. Sauf moi. Voilà, mais c'est pas grave. Je sais pas. Donc, je disais, René Simon m'a amené chez Pagnol. C'est Monsieur Pagnol, et je crois que c'était un hôtel particulier qui était à côté de l'Arc de Triomphe.
Et, à Paris, donc, bien sûr. Oui, bien sûr. Et durant tout l'entretien... Quel âge aviez-vous Quel âge aviez-vous Une vingtaine d'années. Vous étiez très impressionné devant le personnage ou non? Absolument, bien sûr, imaginez. Et donc, j'étais tout le temps de l'entretien, j'étais devant une fenêtre qui donnait sur un jardin avec des fleurs. Et également une table ronde recouverte d'une nappe en soie où il y avait une quantité de tortues. Oui. Il y en avait même, qui montaient, parce que sa femme aimait beaucoup les tortues. Mais des vraies tortues? Non, d'accord. Non. Vous disiez qu'il montait, c'est pour ça. Oui, il collectionnait, des statues ou des objets en forme de tortue. Vous avez pas. C'était sa femme. C'était ma grand-mère. C'était Jacqueline Bouvier. Oui, ce que j'avais dit. Il vous a reçu comment? Il vous a parlé? Vous avez évoqué sa littérature ou des souvenirs? Il n'a pas beaucoup, non, il ne s'est pas beaucoup adressé à moi. Surtout regardé. Je pense que peut-être Simon voulait son avis par rapport à moi, mais non, il a surtout l'entretien, c'était surtout entre Simon et lui. Voilà. Et non, en fait, non. Sûrement, j'ai dû dire 2-3 mots, quelques phrases. Vous avez senti du charisme dans le personnage ou non? Il y avait quelque chose qui s'est dégagé de sa personnalité. Une très grande gentillesse, d'abord. Vraiment un homme charmant et qui certainement, il a une façon de me regarder qui à travers moi. Vous voyez, j'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai pensé que Simon m'avait amené chez lui. Il a émis un jugement intérieurement dont il a partagé certainement à Simon après. Vous voyez, mais je pense qu'il avait cette faculté de deviner au travers des êtres. Je pense que son fils pourra peut-être le dire ou quoi. Son petit-fils. Son petit-fils. Et il avait une grande... oui, il a dit ma grand-mère. Il avait une très grande gentillesse. C'est ça qui m'a frappé, vraiment, en plus de ça. C'est la gentillesse des grands hommes, hein. Merci pour ce témoignage, bien sûr. Merci Marie-Christine. C'est important parce que pour Nicolas d'entendre quelqu'un qui a rencontré son grand-père de visu, puisque lui ne l'a pas connu, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on se fait du personnage ou non, ce que Marie-Christine nous explique. Tout à fait. Un homme d'une grande gentillesse, d'une grande acuité. Il faut savoir qu'il a aidé Simon à monter le cours. Le cours Simon. Il y avait deux cours. Il y avait le cours Simon, le cours Florent, qui étaient des cours où sont sortis beaucoup de personnalités. Et oui, d'une grande acuité sur les autres. Oui, il doit avoir un jugement assez rapide, ayant fréquenté tellement de personnes et de personnalités incroyables. Différentes, il devait assez vite piger qui était qui. Je suis très très touché par ce détail des tortues, parce que bien sûr j'ai habité dans cet hôtel particulier. J'ai accompagné ma grand-mère jusqu'à son départ quand elle est tombée malade. J'étais habité avec elle et je vois très bien cette table où elle est positionnée. Je vois très bien tous ces petits bibelots. Et chaque année avec mon frère on lui offrait on rajoutait à cette collection. Marcel était le même avec les puissants ou avec les petites gens. Il était ami avec aussi bien. Il était accessible à tout le monde. Mais on le sent dans sa littérature, on le sent dans le cinéma. La trilogie marseillaise, il a il a un amour pour sa ville. Il cherche à envoyer un message. Il aime la sociologie marseillaise. Il veut la garder telle qu'elle est. Quand il fait cette trilogie, Marius, Fanny, César, on sent qu'il veut faire un tableau d'une société à laquelle il tient et dont il veut rire, dont il veut montrer à la fois le tragique et le comique. On sent qu'il est attaché à cette personnalité de la ville de Marseille. Oh oui, il aimait sa ville. D'ailleurs, dans la préface de Marius, il dit: c'est après 5 ans de vie parisienne que je me suis aperçu que j'aimais Marseille, car bien souvent, l'absence vous révèle aux amours. Bien sûr. C'est une déclaration d'amour à sa ville, à son petit peuple joyeux, comme il l'appelle, aux fraîches marseillaises, aux éventaires de coquillages, à ce verbe haut, à cette
cette mentalité sudiste où on se dit des choses terribles et puis ensuite on se rabiboche. Ça peut nous faire penser aussi à la relation que Marcel a eue avec Rému. Alors j'allais vous le dire, Rému incarne, ils étaient faits pour se rencontrer, Rému incarne l'âme pagnolienne, Marcel Pagnol, de lui c'est un orgue. L'orgue de sa voix. Et la présence. Bien sûr, la présence. Et tout de suite, il a voulu que Rému interprète le rôle de César au théâtre dès 1929. Marcel avait déjà eu un très très grand succès avec Topaz, qui n'est absolument pas une pièce marseillaise. Bien sûr. Donc il s'aperçoit qu'il aime Marseille parce qu'il habite à Paris et que sa ville lui manque. Il écrit Marius et tout de suite il va proposer à Rému de prendre le rôle de Panis. Au début, c'est le rôle de Panis. Et voilà, puis Rému va dire non, moi je veux être ensuite le patron par du Charpin, bar. qui est joué par l'acteur. Voilà. Charpin, c'est le nom d'acteur. Voilà, Charpin, oui, il dit Charpin est moins connu que moi, donc moi je veux que la pièce se passe chez moi, je veux jouer le rôle de César. C'est pas à Monsieur Rému d'aller chez Charpin, c'est à Charpin de venir chez Rému. Voilà. Alors tu m'écris quelques phrases de plus et je te ferai quelque chose. Et oui, et c'est une rencontre incroyable, Pagnol et Rému. C'est un couple cinématographique inédit, peut-être Ford et John Wayne, qui sont indissociables. Et Pagnol, Rému, c'est la même chose. Et Pagnol écrivait pour Rému parce qu'il savait exactement à quel moment il allait moduler sa voix de telle manière. Il connaissait la personnalité de son Jules Auguste Murer et Rému est l'inversion de Murer en Rému, qui est de Toulon. Donc là aussi, c'est un pays, si l'on peut dire. Et il y aura une fraternité, un respect mutuel et en même temps une complicité énorme entre les deux. Oui, une complicité énorme. Les deux hommes sont radicalement différents. Rému a arrêté l'école à 12 ans. Pagnol a fait de grandes études. Il traduit Shakespeare, il traduit Virgile, il traduit Goethe. Rému est un instinctif. Mais les deux sont réunis par un amour du théâtre. Et Rému a le pif, il a le nez. Il sait tout de suite si la pièce est bonne ou pas. Il sait quel rôle il veut. Le travail bien fait les réunit aussi. Et une démesure. Les deux ont une démesure d'ambition, une démesure de sentiment envers la vie, de vouloir manger la vie. Une soif de vie. Une soif de vie, oui. Nous sommes avec Nicolas Pagnol. Appelez-nous au 0826 300 300 si vous avez lu Marcel Pagnol, si vous avez connu cette époque, si vous en rêvez encore, ou est-ce qu'il y a des passages qui vous ont marqué. Vous nous appelez, Emmanuel Galasso attendra votre appel et on se retrouve avec Nicolas Pagnol dans quelques instants. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Nicolas Pagnol. Nous évoquons cette époque de rêve de cette France où tout le monde se rassemblait, cette France de la diversité, cette littérature où les enfants lisaient parce que les enfants ne lisent plus. Et Marcel Pagnol a accompagné beaucoup de générations dans cette initiation à lire des beaux livres, les grands récits. Nicolas Pagnol, la France aujourd'hui, on le disait au début de l'émission, elle ressemble pas tellement ou pas tout le temps à celle que votre grand-père Marcel Pagnol a connue, a aimé, celle qu'il a décrite. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui dans cette régression? Jean-Paul Briguelli, qui est un enseignant marseillais, a écrit La famille du crétin. L'école est malade. Si Marcel voyait ça, si votre arrière-grand-père Joseph voyait ce que c'est juste une inquiétude, vous pensez qu'il y a une chance de sursaut, quelque part, de préserver cette continuité, ou il y a un délitement quand même qui commence à devenir inquiétant? Je pense qu'il y a un délitement qui commence à devenir inquiétant, qui est dû sans doute en partie à l'éducation, mais aussi aux réseaux sociaux, au manque de concentration des enfants. Il y a un livre qui avait été écrit il y a quelques années, la génération poisson rouge. Ça veut dire que le temps d'attention sur un réseau social est de 5 secondes à peu près. Et les élèves aujourd'hui, ma femme est institutrice, on en parle assez régulièrement, les élèves aujourd'hui n'ont plus de capacité de concentration, n'ont plus de capacité d'analyse, et ils sont totalement livrés à toutes sortes de propagande, que cette propagande soit publicitaire, politique, historique, voilà. Et il me semble que l'autodétermination est en train de s'effacer, parce que l'autodétermination, l'esprit critique repose... De l'individu, là. Oui, de l'individu. Le droit de l'individu à s'assumer et à se développer. Exactement, et à prendre des décisions en pleine conscience, repose sur une éducation forte, sur des bases solides. Et un peu de culture. Et de la culture, une éducation. Un peu de connaissance générale. Est-ce qu'il y a un rebond possible? Oui, je le pense, parce qu'il y a tout de même des forces qui vont en ce sens. Maintenant, il est plus facile de descendre que de remonter. Je crois que ce sera assez dur.
il faut une volonté politique forte pour repartir sur des bases saines et puis faire en sorte que l'éducation redevienne de l'instruction. Quand on lit Pagnol, ce qu'on se dit, on a envie d'en faire un message politique, on veut pas... Il n'y a pas de problème de grand remplacement, même si peut-être ça peut se poser un jour. On ne rejette rien. Non. On veut juste la continuité de cet univers que Marcel Pagnol décrivait dans sa sérénité, dans sa tranquillité, dans cette continuité sociologique qui était celle de la vie française de tous les jours. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait aussi à l'époque, c'était une société beaucoup plus raide que la nôtre. Il fallait pas aller tuer qui que ce soit ou aller voler, parce que la sanction était très sévère et la société protégeait le citoyen. Sans assistanat pour autant. Voilà, sans assistanat pour autant. Donc, bon, on verra. Je reste confiant parce que la France est un très grand pays et je pense que le plus grand danger qui est face à nous, c'est celui du communautarisme. Et il faut bien comprendre que la France n'a pas vocation à être un pays anglo-saxon. Anglo-saxon, une vision à l'anglo-saxonne des communautés. La France est universaliste et chaque citoyen doit être égal à l'autre devant la loi, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance sexuelle, son orientation. La loi est la même pour tous et il n'y a pas à faire d'exception. C'est le sujet que nous évoquions avant votre arrivée avec Driss Ghali sur le projet du président de la République de ce haut commissariat à la diversité et à la diaspora. Nous sommes en ligne avec Gisèle qui nous appelle d'Avignon. Vous voyez, on est reparti en terre provençale dans le comtat venessin. Gisèle, vous êtes également une lectrice de Marcel Pagnol ou est-ce qu'il a accompagné une partie de votre enfance? Eh bien, déjà, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Imaginez-vous que le hasard des choses, peut-être il n'y a pas de hasard, je me trouve près du lycée d'Avignon où j'ai été interrogée le jour de mon bac français sur Marcel Pagnol, sur le texte, j'essaie de me rappeler, je crois que c'était un de Beaumugne. D'accord. Et ensuite, il y avait eu un entretien avec le professeur qui m'examinait et j'avais eu une bonne note. Encore un bon souvenir avec Marcel. Je suis provençale de souche de génération en génération. Quelqu'un de la terre. J'ai également passé l'épreuve en candidat libre de provençal, qui était l'épreuve facultative en vue du repêchage, si j'avais eu besoin du repêchage pour le bac. Vous êtes d'Avignon même, Gisèle? Non, je suis du pied du Mont Ventoux. À quel endroit? Vaucluse. À quel endroit? À Bédaride, par exemple, peut-être? Non, beaucoup plus haut, je suis à Bedouin. Ah oui, à Bedouin, vous êtes carrément sur les flancs du Ventoux. Vraiment, à partir du départ de tous les cyclistes qui vont faire le géant de Provence. Et voilà. La littérature de Marcel Pagnol, vous vous souvenez de ce texte, évidemment, de l'examen. Est-ce qu'il y a un autre ouvrage qui vous a plus marqué, peut-être, qu'un autre? Oh bien, j'aime tout ce qui est Marcel Pagnol, voilà. Vous vous reconnaissez dans cette société, dans cette philosophie? Tout à fait, même au-delà, parce qu'ensuite, je me suis mariée dans une famille au sud d'Avignon, très provençale, encore plus que moi. Est-ce que je peux vous demander votre nom de famille, Gisèle? Mon nom de famille? Oui. Ginoux. Ah ben vous êtes totalement, alors ça c'est vraiment un patronyme qui est propre à la Provence. Rien que votre accent et votre voix nous témoignent d'un passé et j'allais dire de valeurs qui ont été préservées, que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit. C'est touchant, Nicolas Pagnol, d'avoir le témoignage de Gisèle qui nous raconte qu'elle est encore restée fidèle à ses valeurs à cette époque. Oui, puis c'est touchant d'entendre madame nous parler de son bac, qui d'après ce que je peux comprendre ne remonte pas à hier. Non. Et là, elle s'est souvenue qu'elle avait été interrogée sur Marcel Pagnol. Moi, me demandez pas sur qui j'étais interrogé lors de mon bac français. Eh ben, je vous le demande. Mais je me rappelle plus du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un attachement des Français à la figure de l'œuvre de Marcel Pagnol. Il est au-delà de l'écrivain ou du cinéaste ou du romancier. Il fait partie de la famille de tous les Français. C'est un peu soit le grand-père de tous les Français, soit le petit enfant que nous avons tous rêvé d'être. Voilà, il y a quelque chose de l'enfance et de la bienveillance familiale. Et en plus, c'est quelqu'un qui, politiquement, on évoquait cette anecdote, on lui confie, pendant la guerre, son comportement est irréprochable, on lui confie la commission de contrôle de savoir qui on garde et qui on garde pas. Il réunit, j'allais dire, tous les acteurs, les auteurs importants autour de lui un jour, il leur dit qui a pris position contre les Allemands, qui a gardé les Juifs.
On lui répond personne et lui dit on dissout l'Assemblée, on ne se reverra pas. Oui, c'était lorsqu'il était président de la SACD en 1944, donc pour apaiser un peu la situation. La SACD le nomme président et il y a un comité d'épuration qui se réunit et beaucoup d'auteurs ont des dossiers les uns sur les autres. Tout ça est un peu sale, quoi. Et Marcel dira, oui, voilà, effectivement, que tous ceux qui ont fait acte de résistance ou sauvé des Juifs autour de ce bureau lèvent la main. Personne n'a levé la main. Il a dit, c'est la première fois et la dernière fois que nous nous réunissons. C'était un homme épris de liberté et le monde auquel il croit est un monde de liberté, alors d'initiative, de courage, de responsabilité. De dignité. Et de dignité. C'est la dignité, moi, qui me choque, qui me saute aux yeux quand je regarde ces films, que je lis ces livres. Tous ces hommes sont dignes, quelle que soit leur position, quel que soit ce qu'ils affrontent comme événement dans la vie. Ils veulent rester dignes, ils veulent rester debout, ils veulent rester droits, ils veulent avancer. Qu'est-ce que vous avez écrit, Nicolas Pagnol, en ce sens pour rappeler justement le témoignage de votre grand-père? Il y a un ouvrage parmi d'autres? Il y a beaucoup d'ouvrages et j'ai publié aux éditions Robert Laffont l'intégralité de sa correspondance. Alors avec Rému, Cocteau, document passionnant, je suppose, évidemment. Extraordinaire, même avec Cary Grant ou William Wyler et il avait un carnet d'adresses prodigieux, mondial. Le Monde venait à Pagnol. Pagnol ne bougeait pas de chez lui. Il disait d'ailleurs l'universel, on l'atteint en restant chez soi. Le Monde venait à Pagnol. Et aussi un très beau livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Marcel Pagnol. Voilà, c'est un beau livre. C'est poèmes d'enfance qu'il écrit au décès de sa mère, aux éditions Michel Lafon, le livre de la nature, très joliment illustré par Barbara Brun. Quand il est derrière le cercueil, qu'il dit, je tenais le petit Paul Parbamin qui va encore une barbe qui va mourir et Lily qui perdra la vie, traversée par une balle en 1916. Ouais. On invite évidemment nos auditeurs à lire la trilogie quadrilogie. Je garde mon père, château de ma mère, tant des secrets et tant des amours, n'oublions pas. Tout à fait. La trilogie marseillaise à revoir ou à réécouter, et puis tous les autres chefs-d'œuvre cinématographiques. En tout cas, pour les enfants, lisez du Marcel Pagnol, ça vous donnera du baume au cœur et vous comprendrez la France qu'on aime et laquelle on est attaché. Merci Nicolas Pagnol d'avoir été parmi nous. Je n'écarte pas le fait de vous recevoir parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et vous avez surtout sensibilisé les auditeurs de Sud Radio. Quant à nous, je vous dis à demain pour une nouvelle France dans tous ses états. Et là, nous vous laissons dans les bras charmeurs de Brigitte Lahaye. À bientôt. Sud Radio.